simplement commencer par un bref rappel de votre parcours. Donc vous êtes lyonnais, vous étudiez à Paris, ensuite au lycée Condorcet. Votre cursus scolaire est plutôt brillant, puisque déjà il commence par un diplôme de mineur, celui des mines de Nancy, promotion 1961. Ensuite, vous vous passionnez pour les sciences économiques et vous revenez à Paris. D'abord pour une maîtrise de sciences économiques à l'Université de Paris, puis vous êtes diplômé de Sciences Po, et ensuite vous rentrez à l'ENA, dont vous sortez en 1971 comme inspecteur général des finances. Ensuite, vous commencez votre carrière en bougeant beaucoup entre les cabinets ministériels, vous serez même directeur du cabinet d'Édouard Balladur au ministère de l'économie et des finances en 86, et la direction du Trésor, dont vous devenez même directeur l'année suivante. À la direction du Trésor, l'international est votre premier sujet. G7, discussion sur le traité de Maastricht, vous êtes très présent et seriez même l'un des premiers en Occident à avoir réussi à tisser des liens avec l'URSS, dans le cadre notamment du Club de Paris, dont vous avez été le président entre 85 et 93. 93, l'année où vous devenez gouverneur de la Banque de France. Vous devenez officiellement un personnage public, visible, indépendant des 94, et vous menez la politique monétaire avec un objectif: défendre la stabilité de la monnaie. Et une question se pose alors. Dans ce rôle de banquier central, vous avez notamment pu avoir des discussions avec le pouvoir en place à l'époque, qui a même pu être critique de votre politique monétaire, notamment Jacques Chirac, qui a critiqué le rythme prudent de la baisse des taux que vous meniez. Et donc la question qui se pose, c'est quel est finalement le rôle politique du banquier central au travers des armes monétaires? Ceci est la première question. La première question. Bon. D'abord, c'est un vrai plaisir d'être ici avec vous et de me prêter au jeu des questions et des réponses, puisque j'ai bien compris qu'en fait, ce n'est pas un exposé ex cathedra, mais il faut répondre à des questions que je m'attends à être très incisives, aussi incisives que possible. Donc, un mot peut-être sur ce que vous venez de dire. Effectivement, l'évolution de l'ensemble des démocraties occidentales, je dois dire de l'ensemble finalement des pays du monde, a consisté à donner de plus en plus d'indépendance aux banques centrales, avec dans l'idée, me semble-t-il, que si elles étaient appelées à être indépendantes du pouvoir politique, elles pourraient mieux exercer l'arbitrage entre le présent et le futur, qui est l'un des problèmes fondamentaux de finalement toute politique tout court, toute politique économique, toute politique monétaire. Lorsqu'on est trop dépendant de l'influence politique, on risque de privilégier le court terme au détriment du moyen long terme. C'est l'expérience qui a été faite à peu près constamment depuis la Deuxième Guerre mondiale, et c'est assez remarquable de voir qu'il y a eu effectivement, après en particulier la période d'inflation tragique des années 70, un très puissant courant mondial pour donner progressivement l'indépendance aux banques centrales. Au moment où je parle, toutes les banques centrales des grands pays avancés sont indépendants par la loi ou par un traité, et la quasi-totalité des banques centrales des pays émergents sont elles-mêmes réputées indépendantes. La réputation d'indépendance ne correspond pas toujours exactement à la réalité de l'indépendance, mais enfin, on est dans un monde qui a, de ce point de vue-là, évolué considérablement. Alors, vous évoquez quelques conflits avec le pouvoir politique. C'est absolument normal. Je me méfierais énormément d'une banque centrale qui aurait des relations exquises avec le pouvoir politique, parce que, précisément, il est vraisemblable alors qu'elle serait elle-même un peu trop proche, disons, de préoccupations de court-moyen terme et pas suffisamment de préoccupations de moyen-long terme. Mais on peut revenir là-dessus. Donc ce pouvoir que le banquier central gagne au fur et à mesure du temps, vous continuez de l'exercer à partir de 2003 en devenant président de la Banque Centrale Européenne pour 8 ans, en succédant au néerlandais Wim Duisenberg. Et donc jusqu'à la crise de 2007, vous menez une politique dans la continuité de celle que vous avez menée à la Banque de France, avec toujours le même objectif: maintenir l'inflation légèrement inférieure à 2% pour stabiliser au mieux le système financier. Et donc, au cours de ce mandat, vous marquez énormément la BCE, plus que votre simple signature sur les billets. C'est votre gouvernance pendant la crise dont on se souvient surtout. Notamment parce que vous faites partie des quelques décideurs dans la cabine de pilotage de la finance mondiale lors de la crise financière. Et dès août 2007, alors que l'instabilité bat son plein, vous répondez, dès le début de la crise, les pieds dans la manche et le téléphone à la main dans votre fief de Saint-Malo, alors le 9 août,
en mettant en place le premier des mesures dites non conventionnelles, comme l'octroi aux banques de liquidités à taux fixe de manière illimitée. On retient votre pragmatisme et votre réactivité, je l'ai déjà dit, et donc vous serez même reconnu de manière internationale par le Financial Times en étant désigné homme de l'année en 2007. Monsieur Trichet, alors la question se pose de voir comment anticipez-vous l'avenir au début de la crise en 2007? Est-ce que vous avez conscience de l'importance de ce qui va arriver et est-ce que vous pouvez déjà pressentir que les conséquences vont être aussi graves que ce qu'on a vu en 2008 avec la chute de Lehman Brothers et tout ce qui en a suivi? Si vous voulez, pour éclairer la méditation, je vous propose une lecture de la crise financière internationale en 3 étapes. Première étape, elle commence exactement au moment que vous avez dit, le 9 août 2007. Nous avons à faire face tout d'un coup à un phénomène assez remarquable. Nous n'avons plus de marché monétaire en Europe. Le marché monétaire s'évapore, il n'y a plus de transactions, il y a une recherche désespérée de liquidité liée à ce qui avait été observé, une intensification aux États-Unis de la crise des subprimes. Et donc le matin du 9 août, nous nous retrouvons avec une demande mondiale d'euros absolument colossale pour pouvoir les swapper contre le dollar des États-Unis. Nous décidons alors, en effet, en 3 heures, ça donne la mesure, si vous voulez, de ce que nous avions en tête s'agissant de la dangerosité de la situation et aussi une capacité de réaction extrêmement rapide. Je reviendrai là-dessus parce que la crise que nous avons eu à affronter, que nous affrontons toujours, est une crise inédite, en particulier en termes de rapidité de transmission des chocs, de rapidité de la contagion. Et on a pu mettre en regard de cette incroyable fragilité du système financier des décisions des autorités, d'abord des banques centrales, ensuite des gouvernements, elles-mêmes heureusement très rapides. Mais donc j'avais dit 3 épisodes. Donc premier épisode, 9 août 2007, 15 septembre 2008. 15 septembre 2008, c'est la banqueroute de Lehman Brothers. Et j'appellerais le premier épisode un épisode de turbulence financière, financial turbulences. Tous les marchés de l'argent, aussi bien les marchés monétaires, les marchés courts que les marchés financiers, montrent des turbulences, une révision générale des risques, des primes de risque, de la volatilité et d'une manière plus générale, disons, du prix du risque dans l'ensemble du système financier des pays avancés. Des pays avancés, parce que ce dont je vous parle, c'est la crise financière mondiale des pays avancés. La plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale, elle aurait pu être la plus grave depuis la Première Guerre mondiale, à mon avis. Alors, second épisode commence le 15 septembre 2008, banqueroute de Lehman Brothers. Là, nous avons sous les yeux l'effondrement du château de cartes financier dans les pays avancés, par voie de conséquence aussi d'ailleurs dans le reste du monde. En quelques demi-journées, le changement de comportement de l'ensemble des décideurs en matière financière, c'est-à-dire aussi bien d'ailleurs des décideurs du monde financier que du monde non financier, dès lors qu'ils ont à gérer des trésoreries, ils ont à gérer des investissements, tous changent leur comportement et décident d'être aussi liquides, aussi courts que possible, de réaliser tous leurs investissements longs, de se méfier de toutes leurs contreparties, puisque on vient d'observer le dépôt de bilan d'une importante contrepartie new-yorkaise. Donc j'appellerais, si vous voulez, ce second épisode menace grave et immédiate d'effondrement du système financier des pays avancés. Les banques centrales prennent des décisions extrêmement rapides. Quand je dis les banques centrales au pluriel, c'est que toutes les banques centrales des grands pays avancés se concertent immédiatement et en quelques demi-journées mettent au point un premier système de défense. Dès le jeudi qui suit le lundi, qui est le jour de l'annonce du dépôt de bilan de Lehman Brothers, on a des communiqués identiques qui sont issus, émis par l'ensemble des banques centrales des grands pays avancés, à Washington,
à Francfort, à Tokyo, à Londres, et qui indique, et aussi à Zurich, et qui indique que nous avons mis au point entre nous un système généralisé de swap qui permet d'assurer la liquidité dans quelque monnaie que ce soit et sur la base des garanties du collatéral qui existent dans chacun des pays avancés dans leur propre monnaie. Ce qui fait que nous desserrons les taux dans lesquels on était depuis le lundi, mais vous voyez, on est capable de le faire 2 jours après. Si vous comparez ça avec les réactions collégiales, collectives, après la crise de 1929, vous êtes dans un univers évidemment complètement différent. On reviendra probablement sur ce qui se passe, sur les raisons de cette fragilité incroyable, et ensuite, alors, à la fin de l'année 2009, au début de l'année 2010, commence le 3e épisode de la crise mondiale des pays avancés. La crise financière privée se transforme en une crise financière publique. Il y a une sorte de changement de nature de la crise. L'épicentre des crises financières privées était aux États-Unis, les subprimes, le Lehman Brothers, et avant Lehman Brothers, Freddie Mac, Fannie Mae, avant Freddie Mac, Fannie Mae, Bear Stearns, après Lehman Brothers et AIG. Donc l'épicentre de la crise était aux États-Unis, à New York. Avec le 3e épisode, crise mondiale des risques souverains dans les pays avancés, l'épicentre de la crise est en Europe et plus particulièrement dans la zone euro. Et c'est ce qu'on appelle la crise de l'euro, en simplifiant outrageusement, la crise de la zone euro. Donc voilà les 3 épisodes que je vous propose. Le 3e, heureusement, nous ne sommes plus dans une situation extraordinairement difficile, mais je considère que nous ne sommes pas sortis de la crise mondiale des pays avancés, et je crois que je peux le prouver. Alors vous m'aviez demandé, parce que je n'ai pas perdu le fil de votre question, vous m'avez dit, est-ce que vous étiez conscient du fait, le 9 août, que vous étiez en présence du début d'une crise mondiale absolument tragique, peut-être pire que celle de 29 ou pas? Et je vous dirais, nous étions conscients du fait que nous avions des phénomènes